La Rover 100, habituellement équipée du moteur déjà primé de la série K, fait son entrée sur le marché âprement disputé du diesel. Équipée du TUD3, un moteur éprouvé et très réussi, la vivacité des performances et les coûts de fonctionnement réduits de la nouvelle Rover 100 sont sans pareil. Le moteur TUD3 est un bloc atmosphérique en alliage d'aluminium qui appartient à la même famille que le moteur XUD qui anime les Rover 200 et 400. Comme le XUD, le TUD3 est doté d'une injection indirecte, ce qui veut dire que le gazole est injecté dans des petites préchambres intégrées à la culasse où il s'enflamme avant de pénétrer dans le cylindre proprement dit. Au cours de ce programme, nous examinerons les opérations d'entretien effectuées sur le TUD3. Cette partie sera suivie d'une étude plus en profondeur du moteur par le biais d'une opération de remontage complet. Nous nous attarderons enfin sur la plus importante de toutes les opérations, le réglage de la pompe d'injection. Si vous n'êtes pas familier de ce type de moteur, nous vous recommandons de consacrer quelques minutes au programme d'introduction au diesel. Il explique les principes de fonctionnement du moteur diesel et examine le diagnostic des pannes. Avant d'étudier les procédures d'entretien de la nouvelle Rover 100 diesel, jetons d'abord un coup d'œil sous le capot. La disposition générale du compartiment moteur est à peu près la même que sur les autres Rover 100. Le filtre à air central est très proéminent. Le vase d'expansion est sur la gauche et l'orifice de remplissage d'huile est le même que sur les séries K, dans le couvre-culasse. Les différences principales résident dans la pompe à dépression, le filtre à gazole et la pompe d'injection. Examinons maintenant quelques-unes des opérations d'entretien que vous aurez à effectuer sur la Rover 100 diesel. D'abord, le filtre à air. Pour en déposer le couvercle, dévissez ces 3 boulons et défaites ces 4 tendeurs. La cartouche doit être changée tous les 40 000 km. Le plein d'huile, lui, s'effectue par l'orifice pratiqué dans le couvre-culasse en plastique. Faites la vidange aux 1500 km, à 10 000 km et ensuite tous les 10 000 km. Le système de refroidissement maintenant. Pour refaire le plein du circuit, réglez la commande de chauffage sur chaud, puis dévissez cette vis de purge sur le filtre à gazole. À présent, faites le plein avec un liquide de refroidissement approprié en le versant dans le vase d'expansion. Lorsque le liquide qui s'écoule de la purge ne contient plus de bulles, serrez la vis. Remplissez le vase jusqu'au bas du goulot de remplissage. Faites tourner le moteur jusqu'à ce que le ventilateur s'enclenche. Attendez que le circuit refroidisse, puis recontrôlez le niveau. Le boîtier de filtre à carburant est réchauffé par le liquide de refroidissement afin d'empêcher le gazole de se figer par temps froid. La cartouche est à l'intérieur, elle doit être changée après 1500 km et par la suite tous les 20 000 km. Juste à l'arrière du filtre à gazole, la canalisation d'alimentation comporte une poire. Il s'agit de la poire d'amorçage qui, comme son nom l'indique, sert à amorcer la partie basse pression du circuit d'alimentation. Si le conducteur de la voiture, par inadvertance, tombe en panne d'essence, il faudra au moteur un long moment pour redémarrer. Pour résoudre ce problème, desserrez la vis de purge et pressez la poire d'amorçage jusqu'à ce que du gazole sans bulle apparaisse. Le moteur peut alors démarrer plus facilement. Vous pouvez mentionner cette caractéristique du circuit d'alimentation au client. La pompe à dépression est montée à l'extrémité de la culasse. Comme les moteurs diesel ne produisent pas de dépression à l'admission, une pompe est nécessaire pour créer une dépression pour le servo-frein. Comme pour le moteur XUD, les cylindres du TUD3 sont numérotés dans l'ordre inverse. Voici donc le cylindre numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et enfin le numéro 4. La pompe d'injection est située à l'avant du compartiment moteur. Nous examinerons plus en détail son réglage par la suite, mais pour le moment, étudions le TUD3 en profondeur. Avant de passer au remontage du moteur, il est important de noter que, bien que le moteur ne soit pas un organe classé cadre noir, il est soumis au régime de consultation préalable, ce qui signifie que vous devrez obtenir l'autorisation du chef d'atelier
avant d'effectuer des travaux sur le moteur. Avant de commencer à remonter le moteur, nous devons faire mention ici du manuel de révision. Son format est nouveau. Il contient moins de texte et plus d'illustrations. Familiarisez-vous avec la signification de tous les symboles avant d'entreprendre toute intervention sur le moteur. S'il est nécessaire de sortir le moteur du véhicule, suivez pas à pas la procédure décrite dans le manuel de réparation. Un palonnier n'est pas nécessaire puisque le moteur est muni de 2 yeux de levage. Nous commencerons à partir du bloc cylindre nu et remonterons le moteur en respectant la procédure décrite dans le manuel de révision et en insistant sur les points délicats à mesure de l'avancement. Le TUD3 utilise des chemises humides dont l'étanchéité est assurée par un seul joint torique. Elles sont montées en même temps que les pistons. Avant de monter les pistons, vous devez contrôler le dépassement des chemises dans le bloc. Ce dépassement est une cote mesurée entre le sommet des chemises et la face du bloc. Ce contrôle est effectué en plaçant les chemises sans joint dans le cartin cylindre. Posez cette plaque sur les chemises. Montez le comparateur sur son support. Étalonnez et mesurez. Contrôlez la hauteur de chaque chemise au-dessus de la face du bloc, puis comparez les mesures. Une fois terminé, retirez les chemises et montez les pistons. Les pistons sont en aluminium avec axe en acier pour faciliter le contrôle de la dilatation thermique. Chaque piston a 3 segments, un segment racleur en bas et 2 segments de compression. On remarque l'évidement dans la tête du piston. Au montage des pistons, on doit l'orienter du côté de la pompe d'injection. Les pistons sont montés dans les chemises par en dessous et les ensembles doivent être conservés appareillés. Placez maintenant les joints toriques, puis les chemises dans le bloc. Le repère unique au sommet de la chemise doit être orienté vers le côté pompe d'injection du moteur. Lorsque les 4 ensembles, pistons et chemise sont en place, mettez immédiatement en place les brides de maintien. Les chemises sont montées lâches dans le bloc. Dès que le moteur est retourné, les joints toriques peuvent se déplacer, ce qui entraînera le remplacement obligatoire des 4 joints. Le serrage des brides élimine ce risque. Donc, les chemises étant maintenues, retournez le moteur et reposez les coussinets de vilebrequin et les demi-flasques de latéral. Le vilebrequin est monté sur 5 paliers. Les paliers numéro 2 et 4 comportant des coussinets rainurés. Les orifices pratiqués dans les coussinets permettent le passage de l'huile et le graissage de la partie inférieure du moteur. Les coussinets des paliers numéro 1, 3 et 5 sont lisses. Le jeu latéral du vilebrequin est déterminé par 2 demi-flasques montées au palier numéro 2. Avant de poser le vilebrequin, huilez à l'huile moteur les coussinets de palier et de tête de bielle. Montez à présent les chapeaux de tête de bielle. N'oubliez pas que les coussinets doivent être conservés appareillés. Le pignon et la chaîne d'entraînement de la pompe à huile peuvent maintenant être remontés. Si le pignon d'origine est remonté, assurez-vous que son sens de rotation est clairement repéré. Un pignon neuf peut être monté dans n'importe quel sens. Le vilebrequin est porté par le carter chapeau. Construit en aluminium, l'étanchéité de celui-ci avec le carter cylindre est assurée par du RTV et sa fixation par 10 vis de chapeau et 16 vis extérieures de plus petit diamètre. Le carter cylindre et le carter chapeau sont usinés en ligne et sont donc appareillés. S'il faut remplacer l'une des pièces, l'autre doit l'être également. Ces 2 vis extérieures ainsi que les 10 vis de chapeau peuvent à présent être revissées. Elles traversent le carter chapeau et se vissent dans le carter cylindre.
Les autres vis extérieures seront remontées lorsque nous retournerons le moteur, puisqu'elles se vissent par l'autre côté, dans le carter chapeau. Nous pouvons maintenant reposer la pompe à huile. Placez la chaîne sur le pignon d'entraînement avant de serrer les boulons au couple. La pompe étant en place, nous pouvons reposer le carter d'huile. Il n'y a pas à proprement parler de joint puisque nous utilisons du RTV. Remettez maintenant le moteur à l'endroit. La première chose à faire est de visser les vis extérieures. Portons à présent notre attention sur l'extrémité arrière du moteur et en particulier sur le joint d'étanchéité arrière. Utilisez le nouvel outil spécial. Le point important à ne jamais oublier est de ne jamais réutiliser ce joint, toujours monter en joint neuf. Reposez maintenant le volant d'inertie et le disque d'embrayage. Le joint d'étanchéité avant est monté de la même manière que le joint arrière. Montez à présent le pignon de vilebrequin et freinez-le. Enfin, bloquez le volant d'inertie à l'aide de l'outil spécial et serrez le boulon de pignon de vilebrequin au couple prescrit. Reposez le support de la pompe d'injection, puis vissez modérément la pompe d'injection et le pignon d'entraînement. Comme avec le XUD, la pompe d'injection du TUD3 est immobilisée par deux vis qui traversent le pignon et viennent se visser dans le support. Reposez maintenant la poulie en serrant le boulon central à 37 Nm. Puis, serrez à la main le tendeur semi-automatique. L'étanchéité entre le boîtier de la pompe à eau et le carter cylindre est assurée par du RTV et un seul joint torique. Toujours remonté en joint neuf à la repose du boîtier. 4 boulons immobilisent le boîtier. Avant de continuer, laissons le bloc moteur de côté et examinons la culasse. Là encore, nous débutons à partir d'un organe démonté. Avant de faire le montage, contrôlez-en la planéité. Pour ce faire, utilisez une règle droite d'épaisseur. Si le défaut dépasse les tolérances indiquées dans le fascicule, son remplacement est nécessaire. Contrôlez les soupapes à l'aide d'une règle et de cales d'épaisseur. Une fois contrôlés, nous pouvons monter les joints de queue de soupape. Utilisez un tube identique à celui-ci. Les ressorts et poussoirs sont reposés comme à l'accoutumée. L'intérêt réside ici dans le fait qu'à la différence d'avec la plupart des moteurs que vous pourrez voir, les poussoirs reposent sur les cuvettes. De ce fait, ce sont les poussoirs et non les cuvettes qui sont en contact direct avec l'arbre à cam. L'arbre repose sur 3 paliers. Les chaque tous de dimensions différentes, le plus petit allant du côté de la pompe à dépression. Afin de ne pas les monter à la mauvaise position, chacun est repéré du chiffre 1, 2 ou 3. Le numéro 1 est le plus petit et le numéro 3 le plus grand. Le jeu latéral de l'arbre à cam est contrôlé par le palier central et n'est pas réglable. L'étanchéité entre la culasse et les 2 paliers extérieurs doit être réalisée avec du RTV. Veillez à bien appliquer le produit sur les bords. L'arbre à cam étant en place, nous pouvons reposer le jeu à cam à l'aide de l'outil spécial. Après avoir reposé le pignon et serré le boulon central au couple, utilisez l'arbre à cam avec un plomb.
Un joint torique chez de la culasse et la pompe à dépression qui est entraînée directement en bout d'arbre à cam. Assurez-vous de l'alignement du repère avant de monter la pompe. Reposez les injecteurs équipés de rondelles neuves ainsi que les bougies de préchauffement. Le joint de culasse ne peut être monté que dans un seul sens et n'est disponible qu'en une seule épaisseur. À présent, posez la culasse sur le carter cylindre en la centrant à l'aide des 2 goupilles de centrage, puis serrez les vis de culasse. L'ordre de serrage des vis est indiqué dans le manuel de révision et véhicule qui accompagne ce programme. Posez maintenant le boîtier du filtre à carburant. Celui-ci contient également la pastille de réglage utilisée pour commander le régime de ralenti accéléré lorsque le moteur est froid. Retirez l'outil de blocage du volant d'inertie et montez la tige de calage. La pompe d'injection et l'arbre à cam étant toujours immobilisés, posez la courroie de distribution. Commencez au pignon de vilebrequin, puis remontez en passant par le pignon fou, le pignon de pompe d'injection, le pignon d'arbre à cam, la pompe et enfin la pompe à eau, tout en maintenant la courroie constamment tendue. Pas qu'on pose de la même courroie, il faut s'assurer du pose correct des flèches de sens de rotation et que la courroie n'est pas usée ni sale. Une fois montée, la courroie doit être tendue. À cet effet, montez le nouvel outil spécial et serrez le boulon central de la poulie de tendeur au couple de 15 Nm. La chaîne est assez longue, donc si vous travaillez sur le moteur dans la voiture, vous devrez la raccourcir pour s'assurer le remonte. À présent, retirez tous les boulons d'immobilisation et la tige. Faites tourner le moteur de 4 tours dans le sens horaire. Desserrez lentement le boulon central de la poulie de tendeur et laissez le poids de l'outil tendre par le tendeur. Une fois stabilisé, serrez le boulon à 23 Nm et retirez l'outil. Pour recontrôler le réglage correct, faites tourner le moteur de 2 tours et remontez les 3 boulons et la tige de calage. Tous doivent aller. Si tel n'est pas le cas, retirez la courroie et recommencez. L'étape qui suit le remontage des câbles d'alimentation des bougies de préchauffage et le remontage des canalisations haute pression qui relient la pompe d'injection aux injecteurs. Pour l'instant, nous ne les serrerons pas complètement puisqu'il va nous falloir la pompe d'injection ultérieurement. Nous pouvons à présent remonter la jauge et le filtre à huile. La repose du collecteur d'échappement ne doit pas poser de problème. Il est fixé au moyen de 3 boulons et 2 écrous. Reposez le filtre à air. L'étanchéité du couvre-culasse est assurée par un joint caoutchouc. Changez-le à chaque dépose du couvre-culasse. Celui-ci est fixé au moyen de 8 vis. Enfin, reposez le carter inférieur et la poulie de vilebrequin. Nous ne remontons pas les carters supérieurs et intermédiaires dans l'immédiat puisque nous devons étudier le calage de la pompe d'injection. Le réglage de la pompe d'injection est une opération importante sur un moteur diesel. Le calage de la pompe doit être vérifié avant de contrôler les réglages des régimes de calage et de ralenti. Comme sur le moteur XUD, les pompes qui équipent le moteur TUD3 sont étalonnées individuellement. Les valeurs étant portées sur cette étiquette plastique. Comme vous pouvez le voir, cette pompe doit être réglée à 7,73 mm. La première chose à faire est de monter la tige de calage du volant d'inertie et de bloquer le pignon de pompe d'injection avec les 2 boulons. Le moteur est alors calé avec le piston du cylindre numéro 4 au point mort haut en cycle d'allumage.
Nous pouvons retirer la tige et les boulons. Avant de monter un comparateur et d'effectuer la mesure, il nous faut faire tourner le moteur de 90 degrés dans le sens anti-horaire. À présent, retirez le bouchon de visite. Et installez la tige de calage et le support. Le support en position, montez le comparateur. Celui-ci doit être à pointe carrée. Étalonnez soigneusement. Maintenant, faites tourner le moteur dans le sens horaire jusqu'à ce que vous puissiez engager la tige de calage du volant d'inertie. Lorsque la tige s'engage, notez la mesure au comparateur et comparez-la à la valeur indiquée sur l'étiquette. Elle ne doit pas s'en écarter de plus ou moins 0,04 mm. Si la mesure est hors tolérance, comme ici, vous allez devoir régler. Écartez la pompe au maximum du moteur, car le réglage final se fait en la rapprochant. Nous la rapprochons du moteur jusqu'à ce que le comparateur indique la valeur correcte. Serrez les boulons de fixation, puis recontrôlez au comparateur. Si la valeur est toujours correcte, serrez les raccords au trait. N'oubliez pas d'éviter de leur imposer une contrainte, utilisez 2 clés à fourche. Enfin, nous pouvons reposer les carters de distribution intermédiaire et supérieure et le filtre à air. Avant de changer pour le contrôle des régimes de calage et de ralenti, nous devons contrôler le réglage du câble de ralenti accéléré. Contrôlez simplement que le levier arrive bien embuté. Si ce n'est pas le cas, réglez-le au niveau de la gaine. Pour régler les régimes de calage et de ralenti, chauffez le moteur et déposez le pare-bout droit. Collez un morceau de réfléchissante sur la poulie inférieure. Pour ajuster le régime de calage, démarrez le moteur avec une cale de 1 mm entre le levier de ralenti accéléré et la vis de calage. Le régime doit alors être 100 tours minute, plus ou moins 50 tours minute. Si ce n'est pas le cas, réglez au niveau de la vis de calage. Après quoi, retirez l'accélérateur. Le ralenti maintenant. Réglez le régime à 775 tours minute en agissant de ralenti. Pour contrôler le réglage du ralenti accéléré, amenez le levier de ralenti accéléré en butée. Le régime doit augmenter de 300 tours minute environ. Pour finir, testez la décélération du moteur. À cet effet, montez le régime à 3000 tours. Relâchez l'accélérateur. Si le moteur décélère trop vite et qu'il cale, vissez la vis de calage d'1/4 de tour. Si la décélération est trop lente, dévissez la quart de tour. Les caractéristiques principales et les interventions effectuées sur la Rover 100 diesel sont donc, comme avec de la série XUD, le 1 est du côté volant d'inertie. On doit placer les brides de maintien des chemises humides à chaque dépose de la culasse. Calez le moteur en position de sécurité à l'aide de la tige de volant et des boulons de blocage à chaque dépose de la courroie de distribution. Chaque pompe d'injection est étalonnée individuellement. La valeur est imprimée sur l'étiquette plastique. Enfin, toujours régler la pompe d'injection avant de régler les régimes de réglage et de ralenti. La nouvelle Rover 100 relève le marché des petites voitures. Pour plus d'informations sur le moteur Rover 100, vous pouvez consulter le fascicule qui accompagne ce programme.